Bonjour, cette capsule vidéo fait partie d'une série de capsules vidéo sur le calcul de volume de solide de révolution et porte plus particulièrement sur la méthode des disques troués. Alors, dans cette capsule vidéo, je vais vous présenter le fonctionnement de la méthode des disques troués en faisant des liens avec le calcul d'aire d'une région bornée et le calcul de volume à l'aide de la méthode des disques. Alors, pour commencer, je vais présenter la méthode générale et la formule qui va nous permettre de calculer le volume du solide de révolution. Et ensuite, je vais faire un exemple avec des vraies fonctions. Alors, commençons avec la situation générale. Donc ici, ce qu'on va faire en premier lieu, on va partir d'une situation dans laquelle on va prendre une région qui est située dans le premier cadran du plan cartésien et on va faire tourner cette région autour de l'axe des X. On va voir après ça comment on va pouvoir appliquer des processus similaires lorsqu'on veut tourner autour de l'axe des Y ou d'autres axes. Alors, je vais me doter de deux courbes situées dans le premier cadran. Donc, on va les dessiner dans un intervalle entre A et B. Donc, les courbes peuvent avoir l'air d'à peu près n'importe quoi. L'important, c'est qu'elles ne se croisent pas ici pour bien comprendre l'exemple. Donc, une première courbe ici, je vais la faire un petit peu plus comme ça. Et une seconde un peu plus loin, comme ceci, par exemple. Et donc, je vais tracer une droite x égale à A et x égale à B pour fermer ma région. La première chose qu'on pourrait faire, c'est s'intéresser à l'aire de la région. Donc, l'aire de la région ici, si on voulait la calculer. Donc, si on voulait calculer l'aire de cette région, donc le mieux, c'est de faire un petit rectangle type qui va nous permettre de définir l'élément différentiel et l'intégrande de notre intégrale. Alors, je me dote d'un rectangle type qui symbolise tout l'infinité de rectangles de A jusqu'à B qui va permettre de couvrir toute la région. Ce rectangle, étant donné qu'il est vertical, sa base va être de longueur dx et sa hauteur, bien, ça va être la distance entre la courbe du haut et la courbe du bas ici. Donc, je vais les nommer, ces deux courbes-là. Donc, celle d'en haut, on va l'appeler y1 ou bien f de x. Et celle d'en bas, on va l'appeler y2 ou bien g de x. Alors, si je m'intéresse à l'air, donc évidemment ici, c'est juste pour faire des liens avant de se lancer dans le calcul du volume. Donc, si je voulais calculer l'air ici, donc je voudrais que je fasse l'intégrale entre A et B. Et à l'intérieur de mon intégrale, je vais avoir quoi? L'aire de mon rectangle type. Donc, qui est la hauteur du rectangle, qui est la soustraction, la différence entre f de x et g de x. Donc, ça, c'est la hauteur du rectangle, multiplié par sa largeur, c'est-à-dire mon élément différentiel dx. Alors, ça, c'est ce qui me permettrait de calculer l'aire. Malheureusement, cette manière de représenter le rectangle type pour le calcul d'aire ne fonctionnera pas pour la méthode des disques troués. Il va falloir se les représenter un peu différemment. Je vous montre comment on peut arriver à la même formule pour le calcul d'aire, mais un petit peu différemment en dessinant deux rectangles types. Donc, je vais les dessiner à côté, puis après ça, je vais enlever le précédent. Donc, on va commencer par se doter d'un rectangle type qui part de l'axe de rotation. Donc, en passant l'axe de rotation ici, c'est l'axe des x, petit rappel, jusqu'à la fonction f de x et un autre juste à côté, qui part aussi de mon axe de rotation, mais jusqu'à la courbe qui en est le plus rapproché, c'est-à-dire la fonction y2, soit g de x. Donc, juste pour rajouter des éléments d'information, donc mon axe de rotation, il est ici. OK, c'est mon axe des x. L'axe des x aussi, dont l'équation est y est égal à 0. Donc, je vais enlever le rectangle suivant. On n'en aura plus besoin. Et je vais avoir un nouvel élément différentiel qui va être le même, évidemment, puisqu'on a deux rectangles verticaux. Pour mes deux rectangles, c'est-à-dire dx. Alors, le calcul de l'aire, en fait, ça correspond à la même chose ici.
Donc, on pourrait voir le calcul de l'aire. Là, je vais dessiner, peut-être juste me suivre, mais je vais effacer ensuite tout ce que je vais rajouter. Donc, c'est juste pour la compréhension. Donc, on pourrait dire que l'aire qui est en vert ici, c'est l'aire qui est ici en bleu, moins l'aire qui est là en mauve. Ici, ça commence à prendre une drôle de tournure au niveau de la visualisation de la région. Mais au final, donc c'est comme si on prenait toute l'aire, c'est-à-dire on pouvait le voir comme étant égal à l'intégrale de A à B de f de x dx, moins l'intégrale de A à B de g de x dx. Donc, on réalise rapidement que ça correspond exactement à ce qu'on avait fait précédemment avec le rectangle type jaune. Donc, je vais enlever tout ça parce que ça alourdit beaucoup mon dessin. Donc, le fait est qu'on peut donc calculer l'aire aussi en considérant deux rectangles types plutôt qu'un seul qui est situé entre deux courbes. C'est cette façon de voir l'aire ici qu'on va pouvoir euh, appliquer dans le cas d'un calcul d'un volume avec la méthode des disques troués. Parce que là, on s'apprête à faire tourner cette région autour de l'axe des X. Dans un autre dessin, dans un autre plan cartésien en dessous, je vais représenter à nouveau la région. Je vais essayer de la représenter de manière le plus fidèle à sa première version. Je vais juste enlever encore des trucs de trop. OK, je recommence. Donc, de A à B. Donc, on va essayer de refaire la courbe g de x un peu de la même manière et la courbe f de x aussi le plus semblable possible. Voilà. Lorsqu'on veut se représenter sur papier, dans un plan cartésien, un volume, l'idée, c'est de prendre d'aller dessiner la région symétrique par rapport à l'axe de rotation. Donc, l'axe de rotation, il est ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma fonction g de x, puis ici, je vais en faire une version symétrique par rapport à l'axe de rotation. Et je vais tenter de faire la même chose avec la fonction f de x. Bon, c'est pas si mal. L'objectif ici étant de voir l'effet de la rotation. Alors, pour bien le voir, je vais aller dessiner des cercles pour donner l'effet de perspective 3D ici. Donc, on a un cercle devant et on en a un derrière ici en pointillé. À l'intérieur, c'est caché, mais on a un petit cercle ici qui va former un trou parce que la partie qui est ici, c'est un trou dans notre solide. On n'a pas affaire à un solide qui est plein. Okay? Fait que ce que je suis en train de dessiner ici, la partie qui est là avec mes petits cercles en pointillés, ça correspond à un trou. Donc, je vais faire ça, je vais refaire un petit peu celle-là. Donc ici, on a le côté droit du solide. Je ne sais pas si vous visualisez bien ici ce qui se produit. Donc, on a la fonction qui est en haut, qui est la fonction f de x, en haut et en bas ici, qui permet de créer la surface extérieure de mon solide, tandis que la fonction g de x ici permet de tracer la partie intérieure de mon solide, c'est-à-dire la partie du trou, qui forme un trou dans mon solide. Donc, mon solide, je me répète, mais il n'est pas plein ici, en raison de la fonction g de x qui n'était pas collée sur l'axe de rotation. Donc là, ici, on a un aperçu de la figure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me représenter les rectangles type le grand et le petit qu'on a en haut, je vais les transformer en disques type, des disques troués type de largeur dx. Et je vais les faire sensiblement au même endroit où ils étaient. Okay? Alors, donc, je vais avoir un premier disque type. Donc, l'idée, c'est, ça va essayer de me suivre ici. C'est qu'on va se faire un disque en plein centre de notre solide. Donc, ça, c'est la partie
de la surface extérieure du solide. Et ben, à l'intérieur, j'ai un trou. Évidemment, pour bien former, je vais les mettre vis-à-vis et non pas vis-à-vis celui-ci. Donc, je vais le mettre vis-à-vis l'autre. Donc, on aura un trou à l'intérieur ici. Ça fait beaucoup dans le dessin. On va se représenter ce fameux disque-là de manière un peu plus claire juste en dessous. Donc, l'idée, c'est que ici, on a un disque type, un disque qui est troué, qui, en gros, si on le multiplie une infinité de fois et que sa largeur, si on veut, tend vers 0, ben, on réussit en empilant ces disques-là sur le côté à créer notre solide de révolution. Et pour ceux qui ne le voient pas bien en raison de mes talents artistiques limités, on va se le représenter un peu plus clairement juste en dessous. Donc, le disque en question, okay, notre disque type, va ressembler à ceci. On va lui donner une certaine épaisseur. Donc, ça, c'est parti sur le côté. Donc, il va y avoir un trou à l'intérieur, comme ceci. Donc, évidemment, on se l'imagine parfaitement symétrique. Là. Il s'agit d'un disque, donc c'est un cercle. Et je vais juste dessiner l'axe de rotation en son centre. L'axe de rotation qui, je vous rappelle, est ici, y est égal à 0. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que je fais pour calculer le volume de ce disque-là? Donc, le volume d'un disque, ben, ça va être le volume du disque extérieur moins le volume du trou. Donc, le volume ici du disque. Donc, on a besoin de se définir le rayon de notre grand disque. Donc, ça va être le rayon, on va l'appeler grand R. Et si je veux le volume du grand disque, je vais dire que c'est pi R2, la fois son épaisseur, c'est-à-dire dx. Donc, ça, c'est le volume du grand disque. Je vais soustraire le volume du trou. Alors, j'ai besoin d'un petit rayon, ici le rayon du trou. Donc, je vais soustraire pi petit r2 fois son épaisseur dx. Donc, on voit qu'on peut mettre le pi et le dx en évidence, juste par commodité. On va mettre le pi en avant, puis le dx en arrière. Et on aura, une fois la mise en évidence effectuée, grand R2 moins petit R2. Donc, ce qui est important de comprendre ici, c'est que R, si on regarde attentivement notre schéma, le R, ça correspond ici à cette longueur-là, qui est en fait Y1 ou f de x. Donc, plusieurs façons ici de représenter R. C'est la distance entre la courbe la plus éloignée de l'axe et l'axe. Le petit r, tant qu'elle est, qui est le rayon du trou, ben, ça va être la distance entre la fonction la plus rapprochée de l'axe et l'axe. Donc, ça va être y2 moins 0 ou g de x moins 0. On peut se le représenter ici. C'est y2, c'est g de x. Alors, cette expression-là, on pourrait aussi l'avoir comme y1 à la 2 moins y2 à la 2 dx. On va surtout utiliser cette écriture-là. Alors, le volume du solide. Donc, ça, c'est le disque type. Donc, si on veut trouver le volume de l'ensemble du solide, on devra faire l'intégrale entre les bornes d'intégration, ici de A à B, qui sont des valeurs de x, de pi fois grand R2 moins petit R2 dx. Donc, je vous rappelle que grand R, c'est le rayon du grand disque et petit r, c'est le rayon du petit disque. Mais on peut aussi les voir autrement. Donc, R, on peut le voir comme la distance, grand R ici, pardon, entre l'axe de rotation et la courbe qui en est le plus éloigné. Donc, une distance, c'est une soustraction. Donc, c'est la soustraction de la courbe f de x moins l'axe. En ce moment, cette soustraction-là n'est pas très importante parce que notre axe, c'est y est égal à 0. Mais comme vous allez pouvoir voir dans d'autres exemples, lorsque l'axe est situé ailleurs que
sur l'axe principal X ou Y, ça va avoir un impact sur la valeur de ce rayon-là. Désolé pour ça. Et petit r, de la même manière, donc en r petit r, ce rayon-là, le rayon du trou, c'est la distance entre l'axe de rotation et la courbe qui en est le plus rapproché. Alors, on va y aller avec un exemple. Donc, on va trouver le volume du solide qui est engendré par la rotation autour de l'axe des X de la région comprise entre la courbe Y1 est égale à X2 plus 1, donc on parle ici d'une parabole, et la droite Y2 est égale à X. Donc, on va commencer par identifier à quelle courbe on fait référence dans notre schéma. Donc, ici, on a Y1 qui est X2 plus 1, et ici, on a Y2 qui est égal à X. On va de l'intervalle de 0 à 2. Fait que 0, c'est ici. Là, je vous vole le punch, mais le 2, il est ici. Donc, on va fermer la région. Il peut être intéressant de s'intéresser au point d'intersection, justement, des courbes avec les droites. Donc, ici, ben, on a le point 0, 0. Ici, c'est l'ordonnée à l'origine de la parabole. Donc, c'est 0, 1. Si on remplace x est égal à 0 dans la fonction y1. Ensuite, si on remplace x par 2 dans la droite, on obtient y égale 2. Fait que ce point-là, c'est le point alors, c'est le point 2, 2. Et si on remplace x par 2 dans la parabole, on obtient y égale 5. Donc, ça, c'est le point 2, 5. Donc, ce n'est pas des informations qu'on va nécessairement utiliser, mais c'est bien de les connaître lorsqu'on doit faire soi-même la représentation graphique. Alors, donc, commençons par placer nos rectangles types. Donc, on va s'en mettre deux. Un qui est plus long que l'autre, avec la distance entre Y1 et l'axe de rotation. Ça, je ne l'ai pas mentionné, mais l'axe de rotation ici, c'est l'axe des X. C'est dit dans l'énoncé. Et ici, le rectangle type qui va permettre de former le trou. Donc, l'axe de rotation qui est l'axe des X ici. Alors, on va aller identifier. Bon, on peut se représenter le volume en 3 dimensions. Ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais ça aide à visualiser le résultat au final. Donc, je vais juste passer ce point-là un petit peu. Donc, c'est le point 0, 0. Alors, j'ai besoin de tracer les courbes, leur version symétrique. Alors, il y a la droite qui est ici, donc à peu près symétrique par rapport à l'axe des X, et la portion de parabole qui va comme ceci, à peu près. Peut-être pas besoin de mettre ces droites-là. Alors, je vais tracer mes cercles. Ceci, donc ça c'est le trou vu du côté droit, la surface extérieure vue du côté droit, et de l'autre côté gauche, on n'a pas vraiment de trou de ce côté-là, ça vient se fermer. Donc on voit qu'on a un genre de cône, enfin, pas un genre de cône, exactement un cône à l'intérieur qui forme le trou. À l'extérieur, on a une forme un peu d'abat-jour. Alors, axe de rotation, y est égal à 0. Alors, on a pas mal tout ce dont on a besoin. On n'a pas besoin de dessiner nécessairement le disque troué. Là. Ça alourdit un peu le dessin. On peut le faire si on en ressent le besoin. Ce qui est important ici, c'est de voir dans le schéma ce à quoi correspondent les valeurs dont on va avoir besoin pour notre intégrale, c'est-à-dire grand R et petit r. Donc, grand R ici, c'est cette longueur-là. Et
donc rayon de la surface extérieure, et petit a, c'est le rayon du trou. Donc, ici, la distance entre ma droite et mon axe de rotation. Donc, le grand R, ça va être la distance entre ma parabole et l'axe de rotation, c'est-à-dire x2 plus 1 moins 0. On ne l'écrira pas. Et l'autre, ça va être x moins 0. On n'écrira pas non plus le 0, mais x. Donc, c'est donc dire que la formule du volume qu'on va utiliser, c'est l'intégrale entre 0 et 2 de pi, juste une répétition de ce qu'on a vu juste précédemment. Donc ça, c'est ma formule de volume avec la méthode des disques troués. Alors, si on plug les valeurs de trouver de R, grand R et petit r, donc on va avoir une intégrale entre 0 et 2 de pi fois x2 plus 1 à la 2 moins x2 dx. Alors, c'est l'intégrale qu'on doit calculer pour obtenir le volume du solide de révolution. Alors, je vais commencer par sortir la constante pi et je vais développer l'expression à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on va lever au carré le x2 plus 1, ça va donner x4 plus 2x2 plus 1, avec le moins x2 qui traîne à côté. On va rassembler les x2 ensemble. Donc, le pi toujours à l'extérieur. Donc, on va voir x4 plus x2 plus 1 dx. Donc, là, on a une forme idéale pour faire notre intégrale. Alors, l'intégrale de x4 donne x5 sur 5. L'intégrale de x2 donne x3 sur 3. L'intégrale de 1, c'est notre variable d'intégration ici, c'est-à-dire x. Et le tout va être évalué entre 0 et 2 à l'aide du théorème fondamental de calcul. Donc, je vous montre les étapes et je vous donne ensuite la réponse directement. Donc, on l'évalue à 2, on l'évalue à 0. En fait, évalué à 0, on n'aura pas besoin d'aussi long de parenthèse, puisqu'en remplaçant par 0, on obtient 0. Donc, on aura 2 à la 5 sur 5, plus 2 à la 3 sur 3, plus 2. Et tout ça devrait nous donner 1668 pi sur 5. Pardon, pas 1668, désolé, j'ai mal recopié. Je trouvais que c'est un peu gros. C'est 166, pardon, pi sur 5, unité cube. Voilà, merci.